Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle, est l'invité de 24 heures en question. C'est compliqué, c'est vrai, mais l'Europe de Mario Draghi, elle va dans le mur. Cet énarque, passé par HEC, se bat contre le système financier et plaide pour une sortie de l'euro. C'est qu'enfin qu'on fasse ce que François Hollande n'a pas fait, c'est-à-dire une vraie réforme bancaire et qu'on prenne le taureau financier par les cornes. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de pouvoir faire du crédit public pour le futur. Et ce crédit public, il est nécessaire pour faire un pari sur l'avenir. Et c'est moderniser l'agriculture, moderniser l'industrie, l'école, l'hôpital, le laboratoire. Et aujourd'hui, dans cette campagne, je suis très choqué d'entendre tout le temps combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Et pas combien ça coûte de ne pas faire ou ce que ça peut rapporter de faire. Ça, c'est la vraie question. Le discours de Jacques Cheminade séduit en particulier dans les petites communes. Le doyen des candidats en lice est un homme persévérant. À 75 ans, il se présente pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Celui qui se définit comme un gaulliste de gauche estime que son discours est mieux perçu que lors des campagnes précédentes. C'est plus candidat farfelu, lunaire ou je ne sais pas quoi d'autre, que certains ont essayé de caricaturer, mais c'est quelqu'un qui essaye de penser avec les yeux du futur, avec la France de demain, et pas dire c'était mieux avant ou débrouillons-nous avec le présent. Un candidat qui se veut résolument tourné vers l'avenir, mais quel que soit le résultat, cette fois-ci, il l'assure, c'est sa dernière campagne présidentielle. Bonsoir Jacques Cheminade. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation après ce petit portrait signé Claire-Hélène Bousgarou qui vous a satisfait. Est-ce que ça montrait bien ce que vous voulez faire passer comme message? Oui, globalement satisfaisant, mais pourquoi faire sauter le verrou financier? Parce qu'il faut enfin qu'on parle de social dans cette campagne. Peu en parle, Nathalie Arthaud en avait parlé l'autre soir. Oui. Le social et une politique de la culture, une politique d'éducation, une politique de formation professionnelle, tout ce qui doit assurer un avenir à la France pour maîtriser les technologies du futur qui, sans ça, nous maîtriserons. Mais alors, vous dites dans le sujet, on me demande toujours combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Mais c'est important combien ça coûte. Il faut avoir les moyens. Non, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que la Banque Centrale Européenne, avec Mario Draghi, émet chaque mois 80 milliards. Bientôt, ça sera 60, mais c'est quand même beaucoup. Oui. Si vous me payez 80 milliards pendant un an, 12 mois, ça fait 960 milliards. Part de la France, 12,5% dans ça, c'est notre part dans le produit intérieur brut européen, ça fait 120 milliards. Moi, je dis au lieu de faire 120 milliards pour la spéculation financière, il faut faire 100 milliards pour ce que je mentionnais tout à l'heure, l'économie sociale, les technologies du futur, donc on ne fait plus tourner les banques. Notre pays. Donc on ne fait plus tourner les banques. Les banques, il y a deux sortes de banques. Maurice Allais, qui était notre prix Nobel, l'avait bien dit. Il y a les banques de crédit et de dépôt, celles qui gèrent les dépôts, celles qui gèrent les crédits, qui font leur métier. Et puis, il y a toute cette branche qui, de plus en plus, a spéculé sur les marchés financiers. Par exemple, des entreprises vont emprunter auprès de ces banques pour racheter leurs propres actions et faire monter leur cours en bourse. C'est scandaleux. Donc, c'est qu'un exemple. Hein. Donc, on garde les banques dans lesquelles vous, comme moi, avez vos comptes en banque, les comptes en banque sur lesquels sont versés les salaires, Absolument. etc. Et le reste, on supprime. Oui, parce que on a surtout laissé la dette de l'État entre les mains des banques et aussi des compagnies d'assurance. Hein. Ce qui fait que on avait 239 milliards de dettes en 1979, on a 2170 milliards aujourd'hui. Et on a payé, entre 1973 et aujourd'hui, 1400 milliards. Donc on emprunte pour payer les intérêts. On est tombé sur la tête. Alors, vous êtes... tiens, je veux vous demander, vous vous situez où sur l'échiquier politique? Au-dessus, vous êtes de gauche, mais en même temps... un grand attachement pour les sentiments et les idées de progrès, de gauche. C'est Jaurès. Hein. Mais Jaurès n'était pas quelqu'un qui sautait à la gorge de ses ennemis et qui essayait de les détruire. Il faisait le pari, comme un autre qu'on a oublié, Martin Luther King, qu'on peut transformer ses ennemis. Et on peut transformer ses ennemis si on donne l'exemple. On s'impose à soi-même, pas plus qu'on en posera aux autres. Vous n'êtes pas de la même gauche que Benoît Hamon ou que Jean-Luc Mélenchon. Alors j'ai de la sympathie pour Hamon, je ne le connaissais pas. Ouais. J'ai vu un homme assez naïf et qui croit ce qu'il fait. Jean-Luc Mélenchon, c'est très compliqué. Il y a l'alliance bolivarienne, son côté... c'est la Banque Centrale Européenne qui pourra résoudre la question de la dette, on le confiera et on verra comment on fait le tri des dettes. Mais c'est pas possible. La Banque Centrale Européenne est une agence qui est habité de gens qui sont des spéculateurs qui l'ont toujours été. Alors il faudrait changer tout le monde là-dedans, mais ce ne serait plus la Banque Centrale Européenne. Vous dites Benoît Hamon, je le trouve sympathique, il est assez naïf. Alors qu'est-ce qu'il a de naïf, Benoît Hamon? Il est naïf. Sur les robots, c'est le revenu universel. La jeunesse socialiste, c'était l'école du vice. Hamon en sort, mais cependant, il a gardé une certaine naïveté, une fraîcheur, et ce qu'il défend, il y croit. Moi, je ne suis pas d'accord avec son revenu universel, mais c'est une idée qui doit être débattue, elle ne peut pas être rejetée comme ça.
Donc il pourrait arriver à l'Élysée, Benoît Hamon, selon vous? Vous ne seriez pas déçu? Actuellement, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous satisferait? Non, parce que je pense qu'il faudrait mieux que ce soit moi, mais il a une part dans le débat. Et je dis qu'il est naïf, parce qu'il s'est laissé prendre ce qu'il a porté par Jean-Luc Mélenchon, et quand il a dit qu'au deuxième tour, il se désisterait certainement pour Jean-Luc Mélenchon, il a creusé sa tombe politique. Alors, on l'a dit dans le sujet tout à l'heure, c'est la 3e fois que vous vous lancez dans la course à la présidentielle. En fait, c'est la 6e tentative, parce que 3 fois vous avez essayé, vous n'avez pas eu vos signatures. C'était des tentatives, sauf celle de 2007, c'était des tentatives qui étaient symboliques. Voilà, d'accord. Une ratée et 3 réussies. Dans les enquêtes d'opinion, vous êtes crédité de 0% à peu près. Moi, j'ai envie de vous demander 0,5 maintenant. J'ai envie de vous demander pourquoi. C'est pas beaucoup. C'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais je voudrais savoir pourquoi vous Alors, j'ajouterais autre chose. Vous acharnez. Je sais que j'en prends un mot. Dans les sondages, ce qu'on prend en compte, c'est les gens qui vont voter et qui ont une opinion. Or, aujourd'hui, 35% environ n'ont pas encore d'opinion, et entre 15 et 20% disent qu'ils vont s'abstenir. Donc, il reste quoi? 50% qui ont une opinion. C'est cela qu'on sonde avec des instituts de sondage qui ne font pour certains même plus des appels téléphoniques, ils vont sur Internet et récompensent les gens qui répondent. Donc tout ça, c'est un peu en l'air. Et je pense qu'on est dans une période très volatile où les choses peuvent changer très vite. Mais donc vous pensez que vous pouvez faire un score? Je pense que si les Français comprennent mon message, ils doivent porter le vote vers ce que nous proposons, vers nos idées, parce que ce sera un poids pour le futur, lorsque le prochain président de la République n'aura pas de majorité et qu'il faudra en passer par le monde des idées, des conceptions, et ce qu'on fait pour l'avenir. Donc vous êtes un peu d'accord avec ce que disait Nathalie Arthaud hier soir sur ce même plateau, qui disait moi j'y vais pas pour gagner, je m'appelle pas Jean Lassalle qui est sûr de gagner, je n'y vais pas pour gagner, mais j'y vais pour faire passer des idées, un peu comme on ferait passer ces idées dans la rue. Alors la différence entre Nathalie Arthaud et moi, c'est qu'elle se bat pour une cause, les travailleurs, les travailleuses, qui peuvent être dans toute l'histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise de ce capitalisme financier mondialisé qui vient. Ça va éclater dans les 2 prochaines années. Et là, il faut être prêt. C'est un peu comme on savait que les nazis allaient envahir la France, il fallait être prêt, on ne s'est pas préparé, ou mal. Là, c'est un peu la même chose. On ne peut pas comparer des choses dans l'histoire qui ne sont pas de même nature, mais on peut comparer la gravité de la crise. Et là, il faut être prêt pour avoir une politique positive, une politique tournée vers l'avenir et qui maîtrise ses intérêts financiers avant qu'ils nous détruisent. Donc votre ennemi, c'est la finance, comme dirait l'autre. C'est la finance, mais pour construire après. C'est pas la finance en tant que telle. Vous savez, Michel Sapin avait ajouté ensuite, mon ami, c'est la bonne finance. François Hollande, c'était pour vous amener sur François Hollande, pour parler un petit peu de François Hollande. Bien sûr. Quand Hollande a été élu, j'avais voté pour lui. Vous avez voté pour lui. J'ai été invité à aller à l'Élysée, j'ai rencontré Emmanuel Macron, et il était d'accord qu'il fallait faire une vraie réforme bancaire. Couper les banques en deux, séparer les banques d'affaires, des banques de dépôt et de crédit. Et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait parce qu'il a dit que c'était impossible et que de toute façon, les banques étaient trop fortes, qu'il fallait biaiser et ruser avec elles. Mais puisque Donc, vous avez été la reçu... fausse réforme bancaire de François Hollande. Puisque vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande, pourquoi est-ce que vous êtes candidat... Non, pas par François Hollande, si, une fois par François Hollande, comme il a reçu le nouveau candidat. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous n'êtes pas plutôt conseiller, puisque manifestement votre voix est entendue par les gens qui gouvernent? Ils se sont mis des boules caisses dans les oreilles après avoir dit que mes conseils étaient intéressants. Ils se sont mis des boules caisses, ils n'ont pas fait la réforme que je proposais. Moi, j'avais dit, parce qu'un pays comme la France, il ne peut pas le faire seul. Mais c'est la dissuasion en économie, ce que De Gaulle avait fait dans le domaine militaire. La dissuasion du faible au fort. Et le faible peut menacer. C'est aujourd'hui ma conception de la sortie de l'euro. On menace, on fait la politique de la chaise vide, et à ce moment-là, on négocie après. On ne négocie pas comme François Hollande a voulu le faire dès qu'il a été élu avec Merkel, et il a cédé sur toute la ligne. Quelle est la première mesure que devra faire le nouveau président ou la nouvelle présidente arrivée à l'Élysée? 2 choses en même temps. Par exemple. C'est réunir une grande conférence sur l'emploi pour que tous les gens qui peuvent et qui ont l'intention de créer l'emploi soient là et que tous les gens qui sont intéressés, les salariés, les travailleurs indépendants, tout ce qui constitue l'administration aussi, soient là et qu'il y ait une grande conférence où on voit comment on crée les emplois du futur. Bon, pour ça, il faut du crédit. Et pour avoir du crédit, il faut assainir, il faut faire cette séparation bancaire et créer une banque nationale qui pourra émettre ce crédit. L'Europe d'aujourd'hui l'interdit. J'espère qu'on pourra créer, avec un certain nombre de pays, une vraie Europe. Je ne sais pas si ça sera possible, mais il faut se battre. Donc on renégocie les traités, c'est ça? On renégocie les traités? Pour refaire, si, c'est une renégociation des traités, mais c'est pour refaire une politique dans laquelle on met les projets de l'avant et on les accroche
à la monnaie nationale pour les États, pour le crédit national, et à une monnaie commune pour l'ensemble de ces pays-là. Ça, c'est une idée de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Non, c'est pas du tout Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle veut une monnaie commune à l'intérieur du pays. Laissez-moi rire 2 minutes. Son principal conseiller, Bernard Monod, dit qu'il va s'arranger avec les marchés financiers. Alors tout ce qu'elle propose, c'est du vent. Elle dit monnaie commune pour tout ce qui se passe à l'extérieur des États. C'est très joli. Ça, c'est la forme. Hein. La forme ne définit pas le fond. Ce qui définit le fond, c'est la volonté de lutter contre ses intérêts financiers au nom du peuple. Et elle essaye de se faire élire en prétendant servir le peuple. La finalité n'est pas la même. Quand vous dites on déconstruit... L'approche non plus. Quand vous dites on déconstruit, en gros, on déconstruit l'Europe, on la reconstruit à combien? À 27? Alors là, c'est les pays qui veulent bien. Moi, je pense qu'à un certain moment, quand la crise s'aggravera, il y aura un certain nombre de pays qui diront il faut refaire. L'Italie sera certainement un des premiers. Il y a de grandes discussions sur la séparation bancaire à l'Italie, comme il y en a aux États-Unis, alors qu'il n'y en a plus en France. Et l'Obs de cette semaine dit personne ne parle plus de cela. Évidemment, moi, je n'existe pas pour eux. Alors, je ne vous demande pas ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, du coup, puisque... Emmanuel Macron est un homme charmant, très intelligent, mais qui change souvent. Sauf d'épouse, ce qui est très bien. Mais il change souvent par ailleurs. Et il change parce que c'est un homme qui est plastique. C'est un homme très moderne dans ce sens-là, dans sa plasticité. Et il pense que, en disant à chacun un peu ce que chacun attend, il pourra poursuivre son ascension politique et sociale. Je crois que maintenant on arrive à un moment clé de cette élection. Est-ce que ce sera possible pour lui ou non? Moi, je réponds plutôt non, mais on verra bien. S'il est au deuxième tour face à Marine Le Pen? Je voterai certainement pas pour Marine Le Pen. Oui. Il faudra qu'Emmanuel Macron fasse quelque chose d'autre d'ici là pour que je puisse voter pour lui. Aujourd'hui, je ne peux pas, je voterai blanc. Vous voteriez blanc. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen? Je ne veux pas envisager cette hypothèse. Elle est, disons, dans un sens plus intéressante, mais beaucoup trop frontale. Elle aboutirait à une France divisée, éclatée. Donc vous ne voteriez pas non plus? Je ne sais pas ce que je ferai, je ne peux pas le dire encore. Parce que de Mélenchon, ce qui me gêne, c'est qu'il est contre le nucléaire par principe, parce qu'il veut capter une certaine idéologie opposant la nature à l'homme. Moi, je crois que l'homme doit travailler avec la nature, parce qu'il a cette alliance bolivarienne qui est quand même quelque chose d'assez gênant, bien qu'il dise qu'il ne veut pas faire Cuba en France, j'espère bien. Personne n'a cette idée farfelue. Donc Jean-Luc Mélenchon n'aura pas votre vote, François Fillon aurait votre vote? Ou non, sûrement pas. Lui, donc dans tous les cas de figure, vous votez blanc? Dans tous les cas de figure, non. Il faut si voir ce que diront Mélenchon et Macron d'ici la date de l'élection. J'attends. Combien vous avez d'adhérents dans votre parti? Alors, c'est un peu compliqué. On a un chœur de 50 personnes qui se bat quotidiennement, certains engagés, d'autres bénévoles. On a 300 à 400 personnes en France qui se mobilisent dans cette campagne presque quotidiennement. Et puis, il y a 15 000 personnes qui nous suivent par ailleurs et qui sont inscrites sur les listes que nous publions. Plus un journal. Alors ça, c'est le journal du parti qui s'appelle Solidarité et Progrès. Le journal s'appelle Nouvelle Solidarité et il a à peu près 2000 abonnés. Alors j'ajouterai quelque chose. Oui. Pour atteindre ce que nous ne pouvons pas atteindre parce qu'on n'a pas l'argent pour faire de grandes réunions, nous avons prévu une grande réunion sur Internet mardi prochain à 19h30. Elle sera sur YouTube Love, et sur mon site Cheminade 2017. Donc nous atteignons les gens comme ça et aussi en faisant des stand-up comme faisait Montebourg dans son temps, dans la rue. Et à 90, 100 personnes qui viennent. Et à ma grande surprise, à Montpellier, à Lyon, à Toulouse, ils écoutent pendant, disons, une bonne heure. Et ils posent tous des questions. Ils écoutent, ils posent des questions et ensuite ils vous disent quoi? Ils disent, Monsieur Cheminade, vous m'avez convaincu. Je vais voter pour vous. Oui. D'autres disent, je ne vous connaissais pas, vous m'intéressez. Et d'autres encore disent, on va y réfléchir avec les gens pour qui je voterai. Quelle sociologie sont ces gens qui vous suivent? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a un portrait type? Oui, c'est des gens qui ont un attachement au travail et qui travaillent dans la vie, pas nécessairement dans des positions, disons, élevées. Vous dites plutôt des c'est aussi ce que disait Malraux, des actifs, oui. Du gaullisme, au moment où le gaullisme était le gaullisme, pas aujourd'hui. Il disait c'est un peu le métro à midi et demi. Le métro à midi et demi? Oui, c'est-à-dire tout le monde. Et tout le monde qui travaille et qui prend le métro. Ceux qui prennent les limousines, les VTT ou Uber, ceux-là, ils sont beaucoup moins. Ils ne votent pas Cheminade? Non. Vous aimez les déclarations fracassantes, Jacques Cheminade, en 2007. Je vous vais poser la question parce qu'on a fait une émission sur les réseaux sociaux juste avant. Vous avez dit des réseaux sociaux et notamment de Facebook que c'est un camp de concentration mentale sans larmes. Alors que je vous explique. Et vous faites des Facebook Live. Alors il faut m'expliquer. Pourquoi je l'ai fait? C'est pas Facebook en soi. C'est ce qui est derrière. Et on l'a vu dans la campagne d'Obama, on l'a vu encore pire dans celle de Trump. On a animé de véritables trolls, des bots, des logiciels qui font croire qu'ils sont des êtres humains et qui vont mettre un environnement dans l'esprit, etc. Le faux compte Twitter. Et
dans les endroits où Robert Mercer, qui est un des proches de Trump, a mis ça en place. Bien. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que l'idée, c'est de créer un environnement dans lequel les gens soient enfumés, hein, disons le mot. Et j'ai ici la citation de ces gens qui étudient ce qui se passe et comment on peut créer politiquement une mise en condition des gens. C'est Cambridge, c'est un expert de Cambridge qui dit, Cambridge Analytica, ça s'appelle, le groupe s'est spécialisé au niveau le plus élevé, celui de l'OTAN, du ministère de la Défense britannique, du département d'État américain, dans la modification du comportement de groupes importants. Ils modélisent des populations, puis refaçonnent leurs convictions. Alors, ils appellent ça la guerre cognitive. Oui, expliquez-moi, parce que je n'ai pas tout bien compris. Mais ce que vous dites, c'est que les gens qui vont voir sur Facebook et qui sont sur les réseaux sociaux... Non, c'est pas le tout venant. C'est en période électorale ou pour vendre des choses aux gens. Vous donnez vos noms, vous donnez vos goûts, on fait une étude, et puis on sait très bien à peu près quelles sont vos inclinations. Et probablement, c'est mieux que vous-même ce que vous voulez acheter ou ce que vous pouvez voter politiquement. Et à ce moment-là, on crée un environnement qui manipule et oriente. On ne vous dit pas de voter pour Trump. Hein. Vous faites des Facebook Live. Pardon ? Vous faites des Facebook Live, malgré tout. Oui, mais ça, c'est autre chose. Les Facebook vivants, c'est vivant. C'est pas le virtuel manipulé et utilisé. Et il faut bien utiliser aussi des armes qui ont été prévues par d'autres, et d'utiliser à son avantage. C'est ça la bataille. Alors bataille justement, politique. On va parler un petit peu de votre programme. La mesure phare de votre programme, donc on a bien compris, concerne les banques, c'est ça ? Les banques et l'emploi. Une conférence pour l'emploi pour dégager du crédit. J'ai rien contre les banques en tant que telles, j'ai tout contre les banques casinos qu'elles sont devenues, qui spéculent sur la dette et ses intérêts. Sur la sécurité, par exemple, qu'est-ce que vous proposez ? Sur la sécurité, moi je crois qu'il ne faut pas voir la sécurité publique comme une chose en soi. Il y a la sécurité sociale, la sécurité culturelle, la sécurité de l'emploi. Il faut voir toutes les sécurités. Maintenant, mais il y a aussi le terrorisme. La sécurité, bien sûr. Il faut réunir tous les gens qui peuvent apporter de l'information et qui peuvent réfléchir. Alors ça veut dire la gendarmerie, ça veut dire la police, ça veut dire les universités qu'on oublie, ça veut dire les éducateurs, ça veut dire une police que j'espérerais être une police de proximité, et ça veut dire les élus. Et tout ça doit former une réflexion où on voit ce qui se passe dans ce pays. On a une information qui n'est pas une information déformée mais juste. Et ça doit monter jusqu'au Premier ministre et au Président de la République en unissant la direction du renseignement extérieur, pas en les unissant administrativement, mais en les unissant dans leur travail. La direction du renseignement intérieur et la direction du renseignement extérieur. Et là, vous avez une politique de sécurité globale. Et donc, on organise une grande conférence là-dessus pour essayer de voir où on en est. Il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est que dans vos précédentes campagnes, on avait souri beaucoup, vous le dites d'ailleurs dans le sujet, le candidat lunaire, etc. Vos positions sur Mars et sur la Lune, il faut aller coloniser, etc. On s'était moqué beaucoup, vous aviez eu beaucoup de moqueries à ce sujet-là. Et puis finalement, c'est vrai que quand on y pense, Elon Musk, par exemple, c'est ce qu'il fait. On commence à parler de tout ça. Finalement, est-ce que c'est pas vous qui avez raison ? Tous ces films d'Hollywood, bon, c'est pas mon approche, hein. Mais ce qui est intéressant... Elon Musk, c'est pas un film d'Hollywood, hein. Non, mais je pense au film Gravity, Interstellar, Seul sur Mars. Non, mais il y a des grands, des industriels qui s'intéressent vraiment à tout cela. Donc, est-ce que finalement, vous n'aviez pas un peu... Il y en a plusieurs autres. Mais ils ont une vision privée de l'espace et de profit dans l'espace. L'espace, pour moi, c'est les objectifs communs de l'humanité. D'ailleurs, il y en a 3, c'est pas seulement l'espace. C'est la mer, l'économie bleue, et c'est le développement de l'Afrique. Et si on a ces 3 orientations, un seul pays ne peut pas y parvenir, même un groupe de pays, c'est difficile. Il faut que l'humanité s'unisse dans cette perspective. Et la paix passe par l'espace, par la mer et par l'Afrique, pour moi. La paix, sans ça, avec le tsunami financier qui vient et la crise financière qui est à l'horizon, il y aura une déstabilisation et de très très fortes turbulences qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et on voit des gens qui jouent avec ça, en envoyant des bombes énormes sur l'Afghanistan et moins énormes sur la Syrie. On ne joue pas avec le feu. Alors, vous avez cette étiquette de colonisateur de Mars qui vous avait collé à la peau. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Les journalistes me l'avaient collé à la peau, pas moi-même. Non, mais ça faisait partie de votre programme. C'est vrai que c'était assez... C'était 10 pages sur décalé. 350. Lyndon LaRouche, qui est un essayiste américain, qui dénonçait le pouvoir du FMI, qui dénonçait les banquiers juifs de la City, qui est votre ami. Disiez-vous à l'époque. On dit de lui qu'il est un complotiste, on dit de lui qu'il est homophobe. On dit qu'il est milliardaire aussi. Oui, qu'il est milliardaire aussi. Est-ce que vous êtes complotiste ? Qu'est-ce que vous répondez ? Lui, à 94 ans, il vit pauvre en Allemagne, donc c'est un étrange milliardaire. Mais par ailleurs, c'est lui qui s'est toujours battu contre le monde de l'argent avec les dirigeants progressistes du tiers-monde, avec Indira Gandhi, avec López Portillo au Mexique, en 1982, lorsque López Portillo voulait lancer la bombe de la dette. Il a dit aussi que le 11 septembre avait été organisé par les Britanniques. Il a
ça aussi. Non, c'est plus compliqué. Comparer le programme santé d'Obama à il a dit que dans le 11 septembre, il avait dit que dans le 11 septembre, il y a un aspect organisé par des intérêts saoudiens qui eux-mêmes avaient bénéficié de marchés financiers dans lesquels opèrent les Britanniques. Et que maintenant, aux États-Unis, il y a un sénateur, Bob Graham, qui a dit on avait publié 28 pages, elles n'ont jamais été répercutées dans le grand public. Il s'est battu, elles sont finalement publiées, et le Congrès a voté une loi qui s'appelle JASTA, qui permet à tout individu américain de poursuivre l'Arabie Saoudite. C'est très bien, mais ce n'est qu'un début, parce que, regardez, le combat contre Daesh, on ne l'a pas mené. Qui a été regardé dans le blanchiment des comptes de Daesh? La drogue, le pillage de l'observation archéologique, l'impôt forcé, tout le reste. On n'a pas regardé, on n'est pas allé à la source, qui est l'argent et comment ils vivent avec de l'argent et qui coopère au blanchiment de cet argent. Alors, un certain nombre de grandes banques. Vous êtes toujours ami avec Lyndon LaRouche? Oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Je suis fidèle. Jacques Cheminade, vous faites quoi le lendemain du premier tour? Le lendemain du premier tour, oui. Je prépare l'avenir. Et je me bats, je crois que je prendrai très peu de jours de congé et je continuerai cette bataille contre le monde d'argent dans une situation extrêmement intéressante où il n'y aura pas de majorité politique et on attendra des idées. Et vous comptez présenter une dizaine de candidats pour les législatives, oui, mais si je ne me trompe pas l'essentiel. C'est très important pour eux, mais pour moi, l'essentiel, c'est d'être tout le temps dans cette bataille et les gens commencent à beaucoup mieux la comprendre, y compris les journalistes qui avaient parlé de moi sur l'espace. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Jacques Cheminade.